Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S809 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 23 mai 2024. Cette émission vous est présentée par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Nous sommes toujours avec Julia Swell pour notre émission dédiée aux accessoires vidéo incontournables. Alors naturellement, ça va être compliqué de vous proposer quelque chose d'exhaustif sur le sujet. On a donc sélectionné certains types d'accessoires vidéo, plutôt certaines familles d'accessoires qui vont vous permettre, dans certains cas, d'améliorer la qualité de vos images, dans d'autres d'améliorer la qualité de votre son ou peut-être encore les possibilités de cadrage et votre productivité. Alors pour commencer, on va évoquer les pieds vidéo qui sont très vite incontournables dès que l'on doit réaliser des plans depuis un point de vue fixe. Julia, tu es ambassadrice de la marque Sirui qui propose une très belle gamme de pieds vidéo, des tripodes, des monopodes et des rotules. Peut-être tu peux commencer par nous expliquer quel type de pied on utilise et à quel type de moment en vidéo. C'est vrai que le trépied, ça fait partie des outils indispensables en vidéo, comme tu le disais. Toujours ? Ouais, toujours. Oui, toujours, parce que ce soit un monopode ou un stabilisateur dont on parlera plus tard, ça permet pas d'avoir une prise de vue extrêmement stable. Donc, par exemple, quand on va aller faire de la captation de théâtre ou sur des environnements qui sont légèrement instables ou quoi, aller sécuriser ça avec un bon trépied, c'est devenu la base pour éviter d'avoir une image qui bouge. Donc oui, il faut investir dans un trépied. C'est souvent du matériel un peu cher. Mais sauf que l'avantage avec les trépieds, c'est que c'est rarement obsolète. C'est-à-dire, on achète un bon trépied d'une bonne marque, on est parti pour 30 ans. Mais donc, pourquoi on fait la distinction entre trépied vidéo et trépied photo ? Objectivement, c'est la même chose. En fait, il y a le système de rotule qui permet de pouvoir faire des mouvements avec la caméra. Donc, par exemple, imaginons, on doit faire une prise de vue de quelqu'un, comme je disais, sur une scène de théâtre. Si on veut le suivre, on ne pourra pas bouger la tête du trépied d'une manière aussi fluide qu'on le voudra avec un trépied photo. C'est-à-dire, il y aura des petits à-coups, ce ne sera pas fluide, alors qu'en vidéo, on a des têtes qui sont très lourdes, qui permettent vraiment de faire des mouvements fluides. Donc, soit des mouvements haut-bas, soit des mouvements gauche-droite. Surtout les panoramiques. Exactement. Et donc, puis, tu as certains trépieds aussi qui sont vraiment pensés pour accueillir du matériel lourd. C'est ça. Je pense à des marques comme Zachler, par exemple. Exactement, ça, c'est la base. C'est la marque de référence. Très beaux outils. Et là, tu sens la différence, vraiment, c'est le poids du trépied. Tu poses ton truc et là, t'es tranquille. Après, c'est vrai que les Schattler, c'est un énorme budget. On tourne d'environ des 700 €, je crois, encore toujours. C'est lourd, c'est cher. Mais ça. Comme tu l'as dit juste avant... On est parti pour 30 ans. Ouais. C'est quasiment increvable. Bon, des fois, voilà, il y a une petite vis qui pète. Souvent, on peut les remplacer. Il faut parfois réhuiler un peu les pieds, mais c'est vrai que ça vieillit bien. Et comme Arthur le disait, voilà, moi je travaille beaucoup avec la marque Sirui, qui eux arrivent à être des bons concurrents de ce type de marque et à proposer des trépieds à des budgets abordables. Donc c'est vrai qu'investir dans un bon trépied, c'est une valeur sûre. Mais vraiment, il faut prendre un trépied vidéo assez lourd, parce que si on prend quelque chose de trop léger, si on met un boîtier lourd dessus avec un 70-200 qui va apporter une sorte de déséquilibre, plus, je ne sais pas moi, une petite LED lumière au-dessus ou un micro, il suffit que quelqu'un passe à côté et le trépied se renverse et la caméra avec. Investir dans un bon trépied qui est assez large à la base, ça permettra vraiment d'avoir une image stable en fonction des prises de vue qu'on veut faire. Ouais. Donc moi, je travaille beaucoup sinon avec un monopode. Donc c'est vrai que le monopode, c'est beaucoup moins connu, mais quand on veut travailler sur du reportage ou même dans des salons, par exemple, où il y a beaucoup de passages autour de nous, qu'on est très mobile, c'est vraiment devenu un outil mais génialissime pour les vidéastes, même pour certains photographes qui veulent faire un peu de pause longue tout en étant super mobile et pas gêner les gens. Ou téléobjectif, c'est vachement bien. Donc c'est des outils qui sont super compacts. Donc on est juste sur une jambe au milieu avec bien souvent maintenant aujourd'hui 3 tout petits pieds au niveau du sol qui permettent quand même d'avoir une sorte de stabilité. Mais avant les monopodes c'était juste une jambe. Avec la caméra au-dessus par contre il faut toujours l'avoir dans la main. Parce que même avec les 3 petits pieds, on n'est pas stable. On se fait bousculer, le trépied il tombe, fini le 70-200. Donc, mais ouais, c'est devenu des super outils. Et ça, pour le coup, c'est beaucoup plus abordable. Mais il faut toujours avoir une petite tête vidéo, une rotule fluide au-dessus pour pouvoir continuer de faire des petits mouvements. Une rotule et avec un bras quand même. Parce c'est ça. Oui, avec un bras. C'est le bras qui te permet de bien la manipuler, quoi. Donc voilà, ça c'est des outils qui sont super et Sirui en fait des vraiment très très bons, que ce soit des monopodes ou des trépieds. Et là ils viennent de lancer un nouveau type de monopode et de trépied
qui ont un système de relâche rapide, c'est-à-dire juste en tournant les moignons du trépied et du monopode, fioup, ça se monte Manfrotto a exactement le même système. C'est génial. Comme un parapluie. Comme un parapluie. C'est un truc qui sort automatiquement? Non, pas du tout. En fait, ça te décapsule. Enfin, ouais, dis-moi si je me trompe, mais tu tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, si ma mémoire est bonne. Et si tu veux, ton plateau va se décapsuler, en fait. Donc, il faut quand même tenir le boîtiau au moment où tu fais ça. Ah oui, ok, ça y est, j'ai compris. C'est un système de quick release, rapide, comme on dit en bon français, d'attache rapide. Donc, mais le leurre, moi, j'avais pas vu ça chez Manfrotto. Mais c'est vraiment assez bluffant. C'est-à-dire qu'on va super vite. Tu arrives avec ta caméra, il faut filmer en 2 secondes. Hop, tu dévisses très vite le haut du monopode. En 2 secondes, tu es à 1m70, tu peux filmer une interview. Donc, si tu fais, je sais pas, du reportage politique, sportif ou quoi que ce soit, en 2 secondes, tu peux mener une interview testable. Ça, c'est génial. Oui, c'est super. Et puis, tu peux en mettre plusieurs sur divers vues. Tu peux avoir un slider à côté, puis un trépied, puis tu passes de l'un à l'autre, clac, clac. Tout en gardant en tête que le danger des monopodes, c'est quand même qu'il faut pas le lâcher. Oui. Non, mais parce que avec les 3 petits pieds, moi, ça m'arrive de le lâcher quand je sais que ça va le faire et que j'ai une optique qui permet pas d'être instable. Mais moi, je vois des fois des gens qui le lâchent parce qu'ils pensent que c'est stable. Et non, s'il y a quelqu'un qui passe à côté ou un coup de vent, c'est terminé. Mais c'est vrai qu'avec les 3 petits pieds, on aurait tendance à le lâcher, mais faut pas. C'est rigolo quand même ce monde du trépied. Il y a pas mal d'innovations. Là, on commence à voir popper les premiers trépieds. Alors, bon, a priori conçus initialement plutôt pour un usage photo, mais motorisé, tout automatique, dont on peut piloter l'orientation, la mise à niveau et même des mouvements directement depuis un smartphone, quoi. Donc voilà. Ah, tu parles des sliders motorisés? Non, c'est des. Alors ça, les sliders motorisés, c'est une chose. Là, cette technologie, elle est directement intégrée dans le trépied, comme sur le modèle Edelkrone Tripod X. Et combien il faut prévoir comme budget, alors sans partir sur les modèles professionnels ultra haut de gamme, pour un bon kit de trépied vidéo, donc le pied, la base, plus la rotule, ou de l'autre posé, un beau monopode? Pour les monopodes, on peut avoir un bon monopode, je pense, à 150 €. Ouais. Et pour les trépieds, il faut compter un peu plus quand même. Pour avoir quelque chose de bien, plutôt 250. Mais là, tu parles avec la rotule vidéo parce que. Ouais, avec la rotule vidéo. Enfin, c'est vrai que chez Sirui, je pense que tu peux peut-être. Chez Sirui, ça va. Parce qu'on est Ouais. sur du produit chinois aussi, on peut le dire. Donc ça reste un peu plus abordable. Mais ouais, c'est vrai que ça dépend de la tête qu'on prend et qu'on met au-dessus. Plus on va partir sur quelque chose de lourd. Et c'est pareil aussi, plus on va partir sur quelque chose de léger, parce qu'il y a beaucoup d'innovations pour être le plus léger possible. Et là aussi, ça peut chiffrer beaucoup. Mais je pense qu'en entrée de gamme, chez Manfrotto, pour 250 €, on a un trépied avec une rotule qui tient tout à fait la route. Ça marche. On continue. Et toujours dans la thématique des supports caméra, avec les gimbals ou stabilisateurs à main. Et on vous propose d'écouter le témoignage d'Olivier Mondon de la société DJI, qui nous explique pourquoi ces accessoires ont en quelque sorte révolutionné les productions vidéo. Oui, en fait, avant l'avènement des stabilisateurs comme le DJI RS4 et le RS4 Pro qu'on vient de sortir il y a un mois, donc c'est en fait la dernière version de nos stabilisateurs Ronin. Pour obtenir des images fluides, il fallait, en tout cas quand on faisait du cinéma, c'était un véritable défi. Il fallait, par exemple, un trépied. Il faut que ce soit, voilà, c'est quand même bon, c'est pas hyper léger en termes de liberté. Il y a aussi le système avec des rails coulissants qu'on appelle aussi des dollies. Donc voilà, c'était quand même des systèmes assez lourds, sans parler de grues et de bras mécaniques. Ou alors même des Steadicam. Des Steadicam, en fait, c'est des systèmes de stabilisation portatifs, mais qui sont lourds et assez difficiles à maîtriser. Donc toutes ces solutions, même si elles sont efficaces, en fait, elles étaient peu pratiques et elles étaient aussi coûteuses et ça limitait un petit peu l'accès à la créativité pour les réalisateurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Et donc cette arrivée de stabilisateurs Ronin, DJI RS4 aujourd'hui dans sa dernière version, ça a vraiment révolutionné et changé la donne par rapport à la liberté de mouvement des créatifs. C'est en fait une nacelle qui utilise des moteurs et des capteurs pour maintenir votre appareil photo parfaitement stable, même si vous courez, même si vous sautez, si vous dansez, et pendant que vous filmez. En fait, l'idée, c'est de vous libérer, vous, pour que vous puissiez penser à autre chose, à votre histoire, à ce que vous voulez raconter. Donc quand on parle de mouvement caméra, on pense aux plans cinématographiques, par exemple, des panoramiques fluides, quand vous voulez balayer un horizon sans faire trop d'à-coups.
pouvez faire des travelling stables en suivant un sujet. Alors ça peut être bien sûr un humain, mais ça peut être aussi un sportif, ça peut être une voiture. Et des mouvements verticaux, quand vous voulez faire un plan ascendant ou descendant, un peu ce qu'on retrouve aussi dans les plans classiques de drone. Voilà, ça permet de faire des effets super sympas et super fluides. C'est vrai que dès qu'on voit sur un événement, peu importe ce que c'est, des vidéastes de reportage, dans la grande majorité des cas, les mecs, ils sont mobiles et ils utilisent un stabilisateur à main comme ça. Toi, c'est un accessoire que tu utilises souvent? Ah oui, tout à fait. Moi, c'est dans ma valise quasiment tout le temps. J'utilise le stabilisateur peut-être une fois par semaine. Ça apporte un côté, allez, grosse prod à ce qu'on fait, mais immédiatement. Parce qu'effectivement, comme le dit la personne de chez DJI, ça remplace d'une manière mais extrêmement abordable et portable le Steadicammer. Donc un Steadicammer, avant, ça appartenait au lexique du cinéma. Des gens qui avaient C'est beaucoup de problèmes de dos. Exactement. Donc Ouais, c'est-à-dire qui coûtait très cher. on a une structure qui est harnachée au torse avec un bras qui porte la caméra vraiment donc au bout de ce bras. Il y Et avait un c'est arceau par-dessus surtout. pas forcément. Donc on a parfois juste un bras qui est Ou je qui parle est- d'un temps peut-être que tu n'as pas connu. Si, je suis pas si jeune, hein. Mais, ouais, donc il y avait différents moyens de porter les caméras, mais quoi qu'il arrive, c'était super sport. Et puis, on voyait pas beaucoup de femmes le faire. Donc aujourd'hui, une femme qui fait des plans en mouvement, c'est devenu super courant aussi, parce qu'il faut pas négliger que le fait qu'en vidéo, on transporte du matériel assez lourd. Et donc, sur ces stabilisateurs-là, on va pouvoir embarquer des caméras qui font, allez, peut-être parfois jusqu'à 4 kilos, avec quelques accessoires ou des optiques assez lourdes, et avoir une image super fluide. Donc, les vidéastes qu'on peut croiser sur les événements, je sais pas, en boîte de nuit ou sur les salons, ou même qui font des pubs ou quelques plans en mouvement qu'on filme assez vite, eh ben, ils vont pouvoir eux-mêmes faire leurs plans en mouvement, sans faire appel à un Steadicammer, ce qui est un énorme budget. Donc, un Steadicammer, aujourd'hui, c'est 1 000 € la journée, minimum. Là, moi, je vends tout à mes clients. J'arrive, je peux leur faire et les plans en mouvement et des plans au sol sur un trépied. Et ça me prendra 15 minutes pour calibrer le gimbal. Parce qu'il faut pas oublier que c'est un... C'est Mais justement, c'est-à-dire le fait de devoir calibrer tout ça, c'est du temps en plus, c'est une contrainte en plus. Et moi, contrairement, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de vidéastes, et on en a reçu ici, qui pratiquent ce qu'on appelle le run and gun sans gimbal, en fait, parce que ça la fait perdre un peu stabilisation de temps. progresse Ouais. énormément sur les boîtiers, et la double stab sur certains boîtiers optiques permet vraiment de filmer avec le renfort de la stab électronique, et bien, même de marcher avec l'appareil. Alors, on verra toujours un petit peu la vibration. Alors, il y aura départ. Quand même des à-coups quand on marche. C'est un peu plus façon reportage, mais on il y en marche a comme des chats maintenant. Ouais, c'est pas mal, tiens, le catwalk. Mais du coup, ça reste une grosse contrainte quand même. Oui, mais c'est vrai qu'ils ont raison. Moi, c'est ce que je fais aussi. On tourne beaucoup à main levée parce qu'effectivement, on peut tout à fait tenir la caméra à la main en bougeant un tout petit peu de gauche à droite, en entrant dans une pièce, en suivant quelqu'un, et ça fonctionnera. Par contre, ça permet d'avoir un côté un peu plus cinéma, le stabilisateur. Ouais, si on veut faire plan séquence un peu. Voilà, on fait le portrait de quelqu'un qu'on va suivre de dos dans une rue avant qu'il rentre dans sa boutique, par exemple. Et ben là, on va faire un suivi qui va être assez long, qui va durer, mettons, 45 secondes avec une voix off par-dessus. Là, c'est pas mal d'avoir un stab. Par contre, filmer à la main, c'est vrai que quand on doit aller très vite et qu'il faut livrer beaucoup d'images dans la journée, moi, c'est ce que je fais un max. Le stabilisateur, c'est le petit plus pour quand on a le temps. Parce que c'est vrai que ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que déjà, on ne se sert pas d'un stabilisateur comme ça. Il faut vraiment le bosser. C'est pas si facile. Non, et d'une marque à l'autre, les applis sont plus ou moins bien faites. Oui, puis je trouve que... Il y a plein de trucs à gérer, parce qu'on doit gérer donc sa caméra, on doit gérer la nacelle, on doit gérer si on décide de faire des mouvements de caméra avec cette nacelle, gérer le zoom, machin. Enfin, ça fait beaucoup de trucs à gérer en même temps, quoi. Alors parfois, juste quand on ne sait pas trop se servir des modes du stabilisateur, juste s'arranger pour que la caméra ait une bonne balance et soit stable, et juste avancer et reculer en la laissant droite, c'est déjà super. Et c'est la calibration qui peut être super fastidieuse. Difficile. C'est surtout ça. Il faut bien, quand on achète un stabilisateur, il faut bien se poser une petite journée chez soi avec un petit tuto d'un YouTuber qui nous raconte comment ça marche. Et puis, on sait comment le paramétrer, et c'est parti. Parce que c'est vrai que le risque de mal paramétrer un stabilisateur, c'est de forcer sur les moteurs. Et donc, du coup, le stabilisateur, il dure une vie assez courte. Et garder la même optique qu'on a utilisée chez soi en regardant YouTube. C'est ça. Donc, si par exemple, on met un 16-35 sur un stabilisateur,
stabilisateur aussi, et faudra éviter de bouger du 16 au 35 pendant ces prises de vue, sinon le poids il va partir d'un côté et de l'autre et on va perdre la balance. Donc donc c'est quand même un outil il faut bien connaître avant de se lancer dedans, parce qu'il faut pas le proposer à un client sans bien maîtriser, sinon on n'aura que des galères. Ça va biper de partout, et le DJI est génial. Moi j'utilise encore aujourd'hui le SC2 qui est un super outil. Mais s'il n'est pas content, il bip de partout et le tournage, il se passe pas bien. La gamme Ronin. Je crois que c'était un film avec Jean Reno et De Niro. Ronin. Oui, c'est vrai. Exact. C'est ça, hein. Exact. Ah bah alors là, je maîtrise pas. Je t'ai dit, une autre génération. Et puis en termes de prix, c'est pas si délirant que ça. Va. On pourrait imaginer que c'est des accessoires hyper chers, hyper luxueux, mais en fait, ça va, quoi. Alors, comme disait Olivier, là, le dernier modèle de DJI, le RS4, sachant qu'il y a une déclinaison de ce produit en version Pro, mais le RS4 tout court, ça vaut 550 €. Alors évidemment, c'est quand même un budget. Peut-être qu'on s'habitue mal aussi. Mais comparé, je pense, oui. C'est pas cher, c'est que 500 €. Au type de mouvement, de caméra qu'on est capable de produire avec on parlait des Steadicam, t'as raison. Cet outil-là, c'est peu cher. Et puis pour une société, une production, c'est comme si c'était la limonade, quoi. Enfin, c'est ça. Après, on verra rarement sur un tournage vraiment pub pour une grande marque un stabilisateur. Généralement, on fait appel à un Steadicammer. Mais c'est vrai que c'est un bon plus, mais je pense que ça fait partie des choses qu'on achète peut-être dans un second temps quand on maîtrise plus le reste, ou quand on a investi dans une caméra qui a un bon autofocus. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que utiliser un gimbal, un stabilisateur, c'est bien, mais on n'a pas accès au réglage de la caméra. Donc soit on utilise l'autofocus, soit on va utiliser ce qu'on appelle un follow focus, où là, il faut rajouter un petit objet annexe qui va permettre de faire la mise au point directement sur le manche. Je pensais que ça avait disparu, que c'était propre au réflexe, qui était très mauvais en termes d'AF. On utilise encore beaucoup les photofocus parce que c'est dommage de ne pas se servir d'une belle optique vintage, focale fixe, sans autofocus. Tu bosses en hyperfocale sinon, comme en photo. Mais ça suppose de rester vraiment à équidistance du sujet. C'est ça, ce qui est un peu compliqué. Sinon, il faut ce qu'on appelle un focus puller. Là. On est encore sur autre chose. Pour le coup, sur ce genre de truc, DJI, il propose des accessoires absolument délirants, compatibles avec ça, notamment avec cette histoire d'autofocus sur des optiques manuelles. Donc, ils ont le système motorisé de follow focus qu'on peut en plus coupler à un boîtier LiDAR qu'on peut venir fixer sur la griffe porte-accessoire de son appareil, qui va servir de cerveau pour la mise au point. Et ça a l'air de marcher assez redoutablement bien. Non, mais ils sont très très forts, hein. Ils sont très très forts. Après voilà, là on parle encore d'une technologie, je trouve, qui demande un petit peu d'expérience avant de s'en servir. Après, je vois plein de jeunes vidéastes qui se lancent, qui achètent un bon boîtier avec un bon autofocus, qui le mettent sur un stabilisateur un peu entrée de gamme, et hop, ils peuvent aller filmer de l'événementiel. Ça peut aller très vite. C'est juste qu'il faut bien faire confiance à son autofocus avant de se renseigner effectivement sur d'autres manières de faire le point. Mais il ne faut pas oublier que faire le point avec quelque chose où on n'a pas accès à l'optique, c'est encore autre chose. C'est pas facile. Non. Mais c'est des super bons outils. Et effectivement, c'est abordable. Il y a plusieurs manières de le manipuler, je crois. Ouais, c'est ça. On peut même le prendre un peu face à soi en le braquant sur la personne et faire un 360. Il y a des modèles qui ont une conception aussi un peu différente. Là. La marque Zhiyun. Un modèle. À écrire, c'est encore plus compliqué. Ouais, c'est ça. Il y a des H et des Y partout. Un modèle un peu en fer à cheval avec une grosse poignée. Puis c'est grosso modo à peu près dans les mêmes ordres de prix. Enfin, il n'y a pas que DJI, évidemment, qui propose ce genre de produit. Mais Siri aussi propose des prototypes. Ouais, ils en ont sorti un assez lourd. C'est pour vraiment mettre des caméras un petit peu lourdes dessus. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, s'ils ont sorti la version 2, mais il est très bien. Moi, je l'ai manipulé pendant pas mal de mois. Super. Et puis, DJI, évidemment, on les connaît peut-être un petit peu plus sur le côté drone. Donc, toi, tu as été formé particulièrement à ça. Est-ce que le drone fait partie de tes accessoires vidéo que tu as toujours dans ton sac au cas où? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que le drone, en fait, c'est un super outil. C'est un peu comme le stabilisateur. C'est un plus. On peut vraiment avoir un côté super cinéma quand on l'utilise. C'est une grue aussi. C'est ça. Moi, ça m'arrive quand on ne peut pas filmer parce qu'il faut monter haut à une échelle ou et que ça fait prendre trop de temps. On fait monter le drone. Mais pourquoi il n'est pas toujours dans le sac? C'est qu'il faut demander des autorisations pour faire voler un drone et on ne peut pas le faire voler n'importe où. Donc
Donc le drone, c'est encore généralement quand on vend du drone, on vend aussi des démarches administratives qui sont parfois très longues. Donc c'est pas quelque chose qu'on prend comme ça, à moins de frauder. J'en connais pas mal. Mais je donnerai pas de nom. J'ai des noms aussi. Mais... Donc ouais, on en parlera. Tiens, après peut-être on a les mêmes. C'est ça. Mais bon, effectivement, ça reste donc quand on vend de la production audiovisuelle, ça reste un outil presque indispensable. Bon. Allez, on continue avec une autre famille d'accessoires incontournables et d'ailleurs très souvent insoupçonnés par les novices en vidéo. Il s'agit des filtres ND. Et on vous propose donc d'écouter le témoignage du vidéaste Adelin Scioli qui nous explique à quoi ils servent et ce qu'ils préconisent. Alors, les filtres ND, ça sert à un élément principal, c'est pour le vulgariser, mais il faut imaginer que c'est des lunettes de soleil pour objectif. Et en fait, du coup, ça va avoir un intérêt. Nous, en vidéo, on va l'utiliser de la manière à conserver notre bokeh, en fait. On va surtout l'utiliser de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on va shooter avec une ouverture importante, tout en gardant une image qui est correctement exposée. Voilà. Sur le principe, ça sert à ça. En vidéo, généralement, on va souvent utiliser ce qu'on appelle une matte box. Donc, c'est un outil qu'on va venir placer. C'est la grille que vous voyez dans tous les films devant la caméra avec le petit panneau frontal, etc. Ça s'appelle une matte box. Et en fait, dedans, il y a ce qu'on appelle des porte-filtres. Et on va venir placer des filtres rectangulaires dedans. En photo, généralement, on va le mettre sur des optiques où on va le visser directement devant. Mais en vidéo, on le fait aussi. Donc, en fait, finalement, je ne sais pas si cette différence existe réellement. En tout cas, c'est plus juste une histoire d'ergonomie, de praticité sur les gros tournages. Pour les filtres ND, ce que je conseille globalement, c'est d'éviter le plus possible, alors je sais que c'est à la mode, mais le plus possible les variables, pour la simple et bonne raison qu'il y a très très peu de constructeurs qui ont des variables qui sont cohérents niveau colorimétrie. Donc moi je conseille d'aller vers des filtres fixes. Bien sûr c'est beaucoup plus chiant, évidemment c'est beaucoup plus difficile à s'en servir, mais quelques valeurs de filtres fixes, voilà, 4, 2, 4, 6, etc. Mais ces bases-là sont déjà très très bonnes pour des journées simples. Et puis si vraiment on va à la plage avec beaucoup de soleil, etc., là on peut voir des valeurs plus importantes. C'est pas un peu overkill quand même les Madbox pour utiliser des filtres ND sur une caméra? Bah, attends, ça donne du style quand même. Hein. Non, bah, ça dépend des caméras, mais effectivement aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de Madbox si on filme avec des petits boîtiers comme ceux que j'utilise, des Sony, des A7S III, des choses comme ça. On vise directement le filtre dessus. Après, encore une fois, ça dépend des productions, parce que monter une Madbox et enfiler des filtres dessus, ça prend aussi un petit peu de temps. Donc, il a raison sur les filtres variables dans le sens où c'est pas ce qu'il y a de plus quali. Par contre, si tu fais du reportage ou si tu fais du mariage, comme moi j'en ai fait beaucoup, là on n'a pas le temps de changer la densité des filtres. C'est ça. Donc moi j'utilisais pas mal les filtres variables à l'époque du mariage. Parce que voilà, imaginons, on va suivre quelqu'un qui est en plein cagnard au milieu d'une cérémonie et juste après il va rentrer au cocktail, il faut le suivre dans une salle. Bah là, au lieu de passer son temps à dévisser et revisser le filtre, je vais tout simplement le passer sur une valeur presque neutre. Ouais. Et puis ensuite je vais rebalancer direct sur une densité très forte pour pouvoir retourner au soleil. Et ça, c'est un outil absolument génial. Après, voilà, c'est de la vidéo pour les particuliers, même si moi, j'essayais de la rendre le plus cinéma possible. On n'est pas non plus sur une exigence de rendu où s'il y a des petits défauts, des mini défauts en bord de l'image, je pense qu'ils ne le verront pas. Et même moi, ça ne me choquera pas forcément sur ce genre de production. Mais en tout cas, il a raison, ça fait partie des accessoires indispensables en vidéo. C'est aussi un petit budget parce que les bons filtres variables, mine de rien, c'est un tout petit objet qui arrive dans une mini boîte et puis ça peut vite coûter 200 €. Toi, tu as une marque à recommander parmi les filtres que tu utilises? Parce que bon, on a des constructeurs comme Oya qui sont assez incontournables. C'est ça, il y a Tiffen aussi qui fait des bons filtres. Coquin, oui, excellent. Ouais, c'est ça, Coquin, c'est des très bons filtres. Après, moi, c'est pareil, j'ai utilisé plutôt avec des Madbox. Mais Tiffen, c'est pas mal. Il y a aussi les filtres qui s'appellent les Promist. Donc, qui permettent d'apporter un côté cinéma, par exemple, quand on a une image Sony et qu'on utilise des optiques qui ont une netteté qui est un peu too much et que du coup, on va essayer d'abîmer l'image directement à la prise de vue. Et donc, des filtres, par exemple, ça s'appelle des filtres donc Black Promist. Et là, on peut aussi checker une densité qui peut être, par exemple, sur 1/4. Et donc là, ça va nous apporter un petit peu de grain et de diffusion. Donc, quand on va tourner, par exemple, quelqu'un qui sera en train de, je sais pas moi, parler à une femme à une table avec une bougie à côté, on verra qu'il y aura un petit halo un peu diffus autour de la bougie. Ça va apporter une sorte de chaleur. Donc, les filtres, c'est un outil indispensable en termes de logistique, mais aussi un outil créatif
qui peut être vraiment intéressant. Et qui n'est pas si encombrant que ça, finalement. Ah non, ça prend pas du tout de place. Maintenant, moi, je mets ça dans une petite pochette. Je les sépare avec des tissus pour nettoyer les lunettes et je les mets tous dans la petite pochette et j'en ai 5 ou 6 à chaque tournage sur moi. Parce que tu parlais à la base dans ta formation des grosses caméras et la plupart des grosses cams, tu as des filtres ND intégrés. Exactement. Et dans l'univers de la vidéo, tu t'habitues vite à ça quand tu fais des formations. C'est ça. Et quand tu vas sur un hybride, tu es un peu démuni parce que les hybrides n'ont pas de filtre ND intégré. Certains boîtiers compacts qui en ont, mais pas toujours. Ils sont très rares. Ils sont très rares. Ouais. Et puis pas toujours activables en vidéo. Ricoh GR d'ailleurs, il me semble. Oui, mais pas forcément activé en vidéo. Le X100 en a, par exemple. Donc, c'est plutôt indispensable d'en avoir. C'est sûr qu'il faut dire que les ND intégrés sur les grosses caméras, c'est aussi un autre budget d'équipement. Parce que les grosses caméras de type les FX6 de chez Sony, je crois, c'est pas le même budget. Donc oui, il faut s'équiper de filtres. Et aussi sur le drone, pareil. Ah bah, complètement. Pour éviter de bouger ses réglages et d'avoir des réglages qui sont très sales. Ouais. Moi, je me balade toujours avec un kit. Les Polar Pro sont très bien. On peut acheter des boîtes où il y a 3 filtres de densité différentes jusqu'à vraiment des filtres qui permettent de filmer, je sais pas, un bâtiment blanc en plein soleil avec un drone. Quand on le filme en haut, en plein été, c'est une galère. Donc là, il faut mettre la plus grosse densité de filtres et les Polar Pro sont bien. Comment tu fais du coup pour choisir le niveau de densité de ton filtre? Tu vas un peu au pifomètre, c'est l'expérience ou il y a une manière de faire pour savoir lequel utiliser? Alors, soit tu fais d'abord voler ton drone une première fois pour faire ton repérage et tu regardes, généralement, tu as un indicateur d'exposition comme sur les caméras. Tu vas voir si tu es vraiment surex avec ton réglage. Tu verras s'il faut juste compenser un tout petit peu avec un filtre d'une densité basse ou au contraire aller sur du beaucoup plus haut. Mais sinon, c'est à l'œil. Tu dis, bon, ok, là, il n'y a pas de nuages. Je suis en plein soleil, en plein été, je filme du blanc. Je vais y aller sur la plus grande densité. Moi, généralement, mon drone, vu que je filme beaucoup en été quand il fait beau, j'ai quasiment tout le temps le filtre de la plus grosse densité sur le drone. D'accord. Honnêtement. Et donc, une fois que tu mets, que ce soit un drone, avec un drone ou une caméra, bon, je rappelle quand même l'idée des filtres, c'est aussi de pouvoir utiliser les très grandes ouvertures. C'est ça. En vidéo. Une fois que tu es tout installé, du coup, si tu veux absolument travailler un 4 et que tu te rends compte que tu n'as pas forcément t'as pas fait forcément le meilleur choix en termes de densité de filtre, ta variable d'ajustement, c'est quoi? Ça va être la sensibilité ISO ou la vitesse? La vitesse, mais alors la vitesse, quand on l'augmente en vidéo, c'est pareil, on va perdre. Parce que ce qui est important en vidéo, c'est le flou de mouvement. Donc il y a des règles très simples. Quand on tourne à 25 images secondes, il faut se mettre à 1/50. On double, toujours. Donc, si je tourne à 50 images secondes, je me mets à 1/100. Donc, ça peut être une astuce, d'ailleurs. Je suis avec ma caméra, zut, j'ai pas de filtre, je comptais filmer en 25 images secondes, ma caméra me permet d'aller un peu plus haut. Bon, peut-être que dans ces cas-là, je vais filmer à 50 images secondes et augmenter ma vitesse à 100. Mais sinon, si tu es dehors et que tu te retrouves avec beaucoup de soleil et pas de filtre, là, dans ces cas-là, il faut augmenter la vitesse, bien sûr baisser les ISO au maximum. Mais on risque de perdre ce flou de mouvement qui fait que on a une image un peu cinéma. C'est là qu'on a un rendu très saccadé parfois et qui n'est pas du tout cinématographique. Ouais, donc pour le sport, par exemple, il faut augmenter sa vitesse. Là, on peut y aller. C'est pour ça que généralement, les caméramans qui font du sport, ils s'en fichent un peu des filtres, en fait. Ils augmentent la vitesse et voilà. Sauf s'ils veulent une image un peu plus cinéma, justement. Mais on va pas filmer quelqu'un qui fait un sprint avec un réglage de 25 images secondes, 1/50, sinon on va rien voir. Pareil pour l'équitation, par exemple. Ok. Allez, on continue, on change de famille. On parle plus d'image, on parle plus de support. On va parler de son. Un aspect fondamental, voire primordial en vidéo et bien trop souvent négligé. On vous propose d'écouter le témoignage d'Achille Martinon de la boutique ipln.fr qui nous parle de l'une des dernières innovations technologiques en matière d'enregistrement sonore en vidéo, le 32 bits flottant. Voilà, le son, c'est très important. Il faut y faire très attention. On dit souvent que dans l'audiovisuel, le son vient avant l'image. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un vrai intérêt à avoir une bonne qualité de son. Et du coup, c'est un marché qui évolue plus lentement, on va dire, que le marché de l'image, parce qu'il y a moins de choses qui sont là pour évoluer. Mais par contre, la technologie vraiment qui arrive sur le marché et qui se met à devenir presque la norme, en fait, c'est le 32 bits flottant. Donc jusque-là, pour revenir rapidement sur ça, le son, on était surtout en 24 bits. Quand on parle de qualité audio, on était là-dessus. Et là, en fait, le 32 bits, si je dois le comparer à quelque chose, c'est en fait le comparer au RAW en photo. Ça parlera peut-être à beaucoup de vos auditeurs. C'est en fait se dire, j'ai tellement d'informations audio qui est enregistrée que j'ai la possibilité en post-production de venir ajuster mon gain,
monter mon niveau, le baisser, sans pour autant avoir de bruit de fond. On a toujours, pour ceux qui ont déjà fait du montage, on a déjà eu ce petit souci, on essaie de monter le volume en post-prod et on se retrouve avec un volume sonore qui crépite, c'est pas agréable. Et à l'inverse, un volume qui a piqué, c'est-à-dire qu'on a dépassé la capacité de latitude de captation de mon micro, et ben là, je peux pas le récupérer. Le 32 bits, ça me permet vraiment, dans un sens comme dans l'autre, de pouvoir monter le son sans avoir de perte de qualité sonore, mais aussi de récupérer du son si je me suis mis à parler trop fort et que j'ai saturé. Voilà, on peut plus saturer en fait l'enregistrement. C'est vraiment l'intérêt qu'on a là et qu'on retrouve maintenant chez Rode dans les Wireless Pro, qu'on retrouve chez Zoom dans toute la nouvelle gamme H Essential, et même chez DJI avec du coup le 32 bits dans les DJI mic. Précision quand même, pour le moment, il n'y a pas de boîtier qui permet d'enregistrer ça. C'est pour ça que par exemple sur le Wireless Pro, même s'il fait du 32 bits, quand il va envoyer en sans fil le fichier du coup au récepteur qui est connecté ensuite au boîtier, et ben en fait ça va être du 24 bits. Si on veut du 32 bits, il faudra obligatoirement enregistrer sur la mémoire interne, donc ça oblige une post-synchronisation plus tard qui oblige malheureusement encore à ça, mais on espère voir des boîtiers avec du 32 bits flottant arriver très vite sur le marché. Alors, dès qu'on met les doigts dans le son, ça devient technique, c'est ça. On rentre, je suis bien placé pour le savoir, on rentre dans un univers très geek, très geek. Et moi, personnellement, je vous avouerai que si un jour on pouvait enregistrer nos podcasts en 32 bits, ce qui n'est pas le cas pour le moment, puisque notre matériel ne nous permet que faire du 24 bits, je serais assez séduit. Parle-nous de ton setup son, Julia. Comment tu fais, toi? Qu'est-ce que tu utilises? Donc effectivement, moi, je me suis posé la question d'acheter ces nouveaux micros-là il y a quelques mois quand j'ai voulu changer un peu mon setup. Mais le 32 bits flottant, c'est génial, mais ça demande de s'y connaître un petit peu pour pouvoir mieux mixer son son. Et généralement, moi, j'ai ni le temps, ni tout à fait les connaissances encore pour ça, et j'étais partie sur le même système donc de micro duo qui arrivent tous les deux sur un récepteur, donc si on parle des Rode par exemple, mais dans ces cas-là, pas d'enregistrement en interne sur les deux petits récepteurs, mais un enregistrement qui sera directement synchronisé sur ma caméra. Donc j'utilise différents types de matériel en fonction des prises de vue. Donc j'ai des micros, ce qu'on appelle des micros canons, que je mets directement sur les caméras. T'en mets toujours, quel que soit le sujet que tu filmes? Ça dépend, sauf quand c'est de l'interview, je mets un micro-cravate. Parfois en reportage, oui, j'ai directement un micro, par exemple avec la Fix 3. Il y a un accessoire génial qui se branche sur la griffe qui permet d'avoir un micro. On arrive directement à XLR sur la caméra, on a un super son, et pour le reportage, c'est top. Oui, mais on est limité en termes de pistes sur ce genre de choses. Généralement, les caméras, elles en proposent deux. Elles font de la stéréo. On n'est pas obligé de mettre la même chose sur la piste gauche et droite, mais ça fait que deux pistes. Donc dès que tu te retrouves à devoir avoir une interview de 2 personnes plus un peu de son d'ambiance, tu peux. De toute façon, l'interview de 2 personnes, je déconseille de la faire avec ce genre de micro. C'est trop, ça ira pas, c'est trop directionnel. Et puis, on pourra difficilement passer de l'un à l'autre si c'est une conversation où les personnes s'entrecoupent. Ouais, bien sûr. Là, voilà, ce sera pas quali. Non, maintenant, il y a des outils vraiment incroyables qui sont sortis. Donc, ces petits micros. Donc, on a parlé de ceux de Rode. Moi, j'ai misé il y a quelques mois sur une start-up française qui s'appelle Picomic. Qui a sorti un kit de micros, donc les Picomic 2 Pro, je crois, c'est ce que j'ai acheté. Donc on a un petit récepteur qui se branche en mini jack directement sur la caméra. Et donc 2 émetteurs qu'on met directement sur les gens, donc façon micro-cravate, sauf que ce qui est génial, c'est que donc le micro est directement intégré à l'émetteur. Donc c'est super discret, ça ressemble à presque une barrette de cheveux. Ouais, c'est pas comme les gros blocs de Rode là qui sont alors même ça, c'est très assez gros. laids, quoi. Non, moi c'est vraiment, c'est presque une barrette. Une barrette à cheveux, une barrette vraiment qui fait 1 centimètre, qu'on clipse directement sur les vêtements, et ça c'est génial. On n'est même pas obligé de mettre, on peut avoir l'option de mettre un micro filaire en plus, façon micro-cravate si on est dans des conditions de prise de vue un peu compliquées, et ça c'est des super outils. Ça coûte environ 400 €. Ah oui, quand même. Ouais, par contre, voilà, moi j'ai pris le modèle pro, on est vraiment sur du matériel où derrière, donc moi j'ai une petite mixette, une petite interface qui me permet de muter le Peut-être micro. rappeler ce qu'est une mixette pour les gens qui nous écoutent et qui ne seraient pas familiers. Alors, je vais me retrouver donc avec donc les 2 émetteurs, c'est les personnes par exemple que je vais mettre sur les 2 personnes qui vont parler à la caméra. Ouais. Et le récepteur, ça va être une toute petite mixette, donc c'est un tout petit boîtier que je branche en mini jack à la caméra, sur laquelle j'ai 2 boutons de niveau.
Donc, si par exemple, j'ai une personne qui parle super fort et que celle d'à côté est toute timide, elle parle pas fort, donc déjà, je pourrais gérer les niveaux des 2 personnes qui parlent individuellement. Et potentiellement, s'il y en a un qui raconte trop de bêtises, je le mute. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, j'ai aussi sur ces micros-là, j'ai aussi la possibilité d'avoir un réducteur de bruit ambiant qui est pas mal. Bon, ça reste encore un peu artificiel. Ça amène des voix légèrement plus robotiques, mais c'est quand même des super outils. Avant, j'avais les Holyland Lark qui étaient très bien aussi. Ouais. Mais sauf que ce que je trouve bien avec cette start-up-là, c'est que ces micros-là, pour le moment, j'ai jamais eu de problème de batterie sur une journée entière d'enregistrement. Alors que les Holyland, à la pause déj, il fallait absolument que je recharge. C'est en recharge USB-C. Recharge USB-C, ouais. C'est pas mal. Et tu as des petites bonnettes s'il y a trop de vent, par exemple. Il y a une petite bonnette qui se clipse directement dessus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils qui sont incroyables parce qu'à la base, pour les anciens de la vidéo, même pour moi qui étais formé en vidéo il y a moins de 10 ans, c'était les Sennheiser. On a des micro-cravates Sennheiser, c'est du solide, ça marche super bien. On se met sur la même fréquence, ça marche aussitôt. Par contre, c'est une consommation de piles incroyable. Même en utilisant des très bonnes piles rechargeables, une journée, ça tient pas. Là, aujourd'hui, on a des outils vraiment incroyables. Donc c'est un investissement, c'est sûr. Faut compter, entre 300 et 500 € en fonction des marques. Je pense qu'on aura difficilement moins, à moins de partir sur des générations d'avant, comme les Holyland Lark 2, par exemple, qui aujourd'hui sont hyper abordables d'occasion ou même neuf, mais bon, ça tient pas la journée. Via le système locatif dont tu parlais. Ouais, l'IT-Share. Ouais, par exemple, l'IT-Share, effectivement, on peut avoir accès à des micros pour 30 € par jour. En tout cas, pour faire une interview à 2 personnes, avant, ça n'existait pas du tout, ce genre de choses. Ouais, bien sûr. Fallait, une interview à 2 personnes, parfois, il fallait un ingé son. Ouais. Moi, ça m'arrive parfois de percher ou de mettre une perche sur un pied quand il y a beaucoup de gens qui parlent autour d'une table, par exemple. Oui, on parlait de pied robuste. L'avantage aussi d'un pied robuste, c'est que tu peux mettre des outils dessus, notamment un slider ou alors tu peux mettre une perche. En fait, pour déporter un poids, que ce soit une lumière ou un micro, il faut quand même des trépieds assez robustes. Ouais. Et puis, il y a un accessoire, évidemment, dont on n'a pas encore parlé, qui touche à cet univers-là, c'est le casque, puisque dès qu'on commence à s'intéresser au son, il faut monitorer tout ça en temps réel, parce que regardez les petits potentiomètres vert, jaune, rouge à l'arrière du boîtier, c'est bien, mais ça remplace pas une écoute, quoi. Ça dépend, parce qu'au final, les petits niveaux vert, jaune, rouge, ils sont super utiles et super fiables. Parce que parfois, même avec un bon casque, quand il y a beaucoup de brouhaha autour, je sais pas, moi, je me fie pas mal à ce que m'indique la caméra. Et en l'occurrence, pour ces micros-là, la petite mixette, généralement, on est à -20. On essaie de faire attention à ce qu'on n'aille pas trop dans le rouge. J'allais demander les bons réglages. Plutôt -12, plutôt -20. Ça dépend. Mais c'est vrai qu'entre -12 et -20, c'est à peu près les valeurs sur lesquelles on sera un peu plus safe, parce qu'effectivement, il ne faut pas que ça sature. Il vaut mieux être un peu plus bas et essayer de monter les gains en post-prod. Mais passe au 32 bits. Mais c'est vrai qu'un bon casque, ça fait partie des accessoires qu'il faut avoir dans la valise. Moi, je suis assez d'accord avec Arthur là-dessus. C'est-à-dire que même nous, pour enregistrer parfois certaines capsules du podcast en live, ça rassure. Et puis, je sais pas, le fait d'avoir le retour son. Quoi qu'il arrive, il faut avoir une petite oreillette. C'est ça. Et puis, en fait, le truc, c'est que l'indicateur qu'on a sur la caméra, donc vert, jaune, rouge, d'accord, vaut mieux rester dans le vert et avoir des petits pics sur le jaune. Mais malheureusement, s'il y a un frottement de tissu, ça, la caméra le dira pas. Un grésillement, un frottement, ça, tu l'as pas. C'est vrai qu'en vidéo, là, on part aussi sur d'autres problématiques. Quand on veut filmer quelqu'un, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de boucle d'oreille trop proche du micro. Ça, c'est pour ça qu'il faut se former au son aussi. Quand on débute, on ne sait pas. On demande aux gens de venir n'importe quand. Venez, avec un col roulé et puis un gros collier. Non, en fait, c'est pour ça que sur un col roulé, on ne peut pas fixer de micro. Sinon, c'est trop visible. Et les poils de barbe qui grattent sur les cols. Donc oui, un bon casque, ça fait partie des bons accessoires. Après, moi, j'utilise un JBL pas bien cher. Pour le moment, ça va. Les casques, c'est pas forcément très cher. Oui, ça va. Ça fait partie des choses abordables. Ok, allez, on continue. Et on va s'intéresser maintenant aux moniteurs externes qui permettent évidemment dans un premier temps de disposer d'une sorte de combo de cadrage beaucoup plus grand et confortable que les écrans arrière embarqués sur ta FX3 par exemple, et dans d'autres cas peuvent aussi servir d'enregistreur externe. Mais cette partie finalement hybride, moniteur de contrôle, enregistreur externe HDMI, j'ai la sensation qu'elle perd un peu de sens. Il y a quelques années, c'était limite le deuxième truc qu'on achetait dès qu'on s'offrait un hybride. Là maintenant, avec les nouveaux modèles, les améliorations des performances des cartes, les possibilités de modes d'enregistrement et des débits complètement délirants qu'on peut faire directement en interne,
le côté enregistreur externe HDMI, il perd un peu de sa superbe, non? Ouais, c'est ça. C'est vrai que, par exemple, chez les Sony FX3, on peut avoir je vais peut-être pas aller trop dans le technique, mais on peut avoir des fichiers, très lourds, directement dans la caméra sans avoir à passer par des outils, d'enregistrement externe qui permettaient effectivement avant d'avoir des fichiers qui permettent d'étalonner un maximum derrière. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'utilité d'un moniteur externe, c'est quand on est dans des conditions, par exemple, très lumineuses. On est dehors, on va avoir du mal à faire la mise au point directement sur la caméra ou à regarder ses réglages. Donc là, on aura un moniteur très lumineux au-dessus. C'est presque plus pour le retour. Après, les enregistrements sur des moniteurs permettent aussi parfois d'enregistrer dans des formats plus légers pour le montage derrière. Donc là, ça peut avoir de l'intérêt. Parce que c'est vrai que les formats de sortie très lourds des caméras, parfois, quand on a un ordinateur pas assez puissant derrière, c'est immontable. Sauf si on utilise ce qu'on appelle des proxys. Mais c'est ça aussi l'avantage des moniteurs, par exemple un Atomos. C'est pour pouvoir utiliser des fichiers en ProRes, par exemple, qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus faciles à monter derrière. Mais là, on entre pas mal dans la technique. Je ne sais pas si c'est facile aux gens de comprendre ce qui leur conviendra. Je pense qu'il faut tester, voir un peu quand on veut s'approcher d'un format assez lourd sur ce que les caméras nous proposent. Est-ce qu'on arrive à les monter derrière ou est-ce qu'on va essayer, au contraire, de se procurer des fichiers plus faciles à monter? Ce serait ça plutôt l'intérêt aujourd'hui. En tout cas, ce qui est important, mais tu l'as bien fait, c'est de dissocier le visionnage de l'enregistrement, en fait. Et ma question, c'est est-ce que sur les gimbals, par contre, les moniteurs, ça reste pas intéressant selon la manière dont tu utilises ton gimbal, en fait. C'est-à-dire parfois de le mettre via des rigs, donc des systèmes qui permettent d'assembler des accessoires, de mettre par exemple un écran sur une poignée, voilà. Ouais, c'est ça, c'est presque indispensable parce que c'est vrai qu'en fonction des mouvements qu'on fait, souvent on n'a pas du tout l'accès à l'écran. En fait. Ouais, c'est ça. Après, moi j'utilise beaucoup un système qu'a lancé DJI il y a quelques années avec les Ronin, justement, ça s'appelle le Raveneye. C'est un petit boîtier qu'on recharge aussi en USB-C, qu'on va aller fixer sous le stabilisateur, sous la caméra. Et là, on pourra directement récupérer l'image sur notre téléphone. Donc ça, moi, j'utilise beaucoup. Avec l'application dédiée, on peut aussi faire la mise au point sur le téléphone. Enfin, en fait, aujourd'hui, il faut vraiment s'écouter et voir comment on veut fonctionner. Moi, en l'occurrence, je suis assez fluette, je suis pas très costaude. Je peux pas embarquer un gimbal, plus la caméra, plus un micro, plus un moniteur. Parce qu'il faut se dire qu'après, ça devient extrêmement lourd. Donc c'est aussi ça, c'est que le moniteur, quand on tourne à la main, ça rajoute un certain poids. Parce que derrière, pour qu'il dure au moins 3 heures, il faut aussi ajouter une batterie qui a beaucoup de poids. Alors, la notion des batteries, des câbles... ouais, ça, on va même pas se lancer dedans. Non. Mais par contre, depuis tout à l'heure, on parle de beaucoup d'accessoires qui viennent s'utiliser sur ou à côté de la caméra. Comment on fait pour finalement fixer tous ces outils? Alors, il y a ce qu'on appelle des cages. Ouais. Des cages. Des rigs et des cages. Rigs, et puis tout un tas de petits accessoires de fixation, des bras magiques, des machins, des trucs, des bidules. Comment ça se passe à ce niveau-là? Toi, tu as toujours une cage sur ta caméra. Après, la FX3, elle a plein de points d'accroche. Ouais, mais pas assez. Nous, ce qu'on aime bien en vidéo, c'est les pas de vis. Plus on en a, plus c'est cool. Il y en a parfois sur les trépieds. Et ça, c'est très pratique aussi pour mettre un petit bras magique et déporter une torche ou un micro. Ouais. Parce que c'est vrai que, contrairement à la photo, en vidéo, on a tendance à devoir accrocher des accessoires partout. Parce qu'on a besoin de mettre un micro, une light, un moniteur, parfois d'autres accessoires. Je sais pas à quoi je pense, tu oublieras ça. Un iPad pour regarder un film. Oui, voilà, par exemple. Et donc les caméras, ou même les boîtiers, les hybrides, il n'y a pas assez de pas de vis, voire il n'y en a pas du tout. Donc la FX3, qui est ce qu'on appelle la Cinema Line, en a quelques-unes. Mais donc on a tendance à rajouter une cage autour. Et donc cette cage, en fait, c'est une structure qui va protéger la caméra peut-être en numéro 1, mais aussi qui est entièrement recouverte de pas de vis. Donc là, on pourra rajouter où on veut autour de la caméra des petits bras magiques ou fixer directement dessus une griffe. Mais il faut que cette structure soit spécialement conçue pour le modèle de sa caméra. Ah oui, c'est ça. Généralement des trucs sur mesure et qui eux-mêmes proposent tout un tas d'autres accessoires, des poignées, des machins, des trucs, des bidules. Donc la plus connue, c'est SmallRig. Ouais, et c'est la plus abordable. Franchement, en termes de prix et de diversité. Ouais, c'est ça, c'est les plus abordables. C'est pas forcément les quoique ils sont tous performants en fait. Mais SmallRig, il y a plein de petits accessoires. Après, quand on a mis le doigt dedans, on a toujours envie d'acheter le nouveau petit truc qui va me permettre de mettre le micro de la meilleure manière possible. Et puis ils sont réactifs. Dès qu'il y a un modèle qui sort, ils sont dessus. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment bien quand on se lance dans la vidéo parce que ça permet, si on veut filmer à main levée,
de tout avoir autour de la caméra, de se balader avec. Et le truc le plus utile qu'on va aller fixer à la cage, c'est une poignée. C'est un peu comme des bricoleurs, non? Quand on fait de la vidéo, t'as un petit peu ta trousse à outils. C'est super amusant, on a l'impression de monter des vis dans tous les sens. C'est ça, on est entre le Lego et les mécanos. Je reviens 2 secondes sur les moniteurs externes. Est-ce Ouais. qu'on a une idée à peu près du prix que ça coûte? Un moniteur externe de contrôle et un moniteur externe qui est capable de faire de l'enregistrement en HDMI? Oui, alors il y a une marque qui est pas mal en entrée de gamme qui s'appelle Fieldworld. Ouais. C'est des petits moniteurs 4K qui sont assez abordables. Je pense que pour, allez, je sais pas, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais pour 120, 130 euros, on peut avoir Un tout petit peu plus. Ah, C'est c'est vrai 189 € le modèle Le plus bas F5. Alors, je sais pas si c'est le plus bas, mais celui que j'avais sélectionné, c'est le modèle F5, donc en 5,5 pouces D'accord. de diagonale. Et ces petits moniteurs, ils permettent aussi de... ils ont des fonctions de focus picking. Enfin, Ouais, c'est ça. on a quelques features Mm. qui sont pas inintéressantes Ouais, quand on fait de la vidéo, quoi. on peut effectivement avoir des avertisseurs donc d'exposition, du zébra, du picking Ouais. pour la mise au point. C'est vraiment pas mal. Inverser le sens de l'image quand on tourne dans des conditions où voilà, il faut bouger un peu. Mais bon, effectivement, les modes sont assez restreints. Et après, pour les plus connus sur vraiment les vidéastes, on est sur vraiment du matos un peu plus pro où on va enregistrer dessus. Là, il y a la gamme Atomos qui est vachement bien. Ouais. Où on peut effectivement enfiler un disque derrière pour enregistrer. Et ce qui est très utile quand on fait de l'étalonnage, c'est charger des LUT dedans. Alors là, on est encore sur un lexique aussi assez technique, mais le LUT, c'est qu'en fait, en vidéo, quand on veut étalonner, on va filmer avec une image très désaturée qui va nous permettre de tout réétalonner derrière. Sauf que quand on a un client à côté de nous, il va détester voir cette image-là, ça va le terrifier. Donc sur l'enregistreur, on pourra directement sur le moniteur charger un LUT pour rassurer le client et avoir une bonne idée de ce que sera notre image après la phase de colorimétrie. On peut renvoyer une émission qu'on avait enregistrée avec Bernard Bertrand sur le sujet, sur le rendu cinématographique. On en avait parlé des LUT et de l'intérêt d'avoir des LUT, soit de les créer, soit de les charger. Vous avez bien fait de faire une émission entière dessus parce que c'est encore pas fait autre que chose. sur ça, mais sur le rendu ciné. Ouais, en tout cas, c'était très intéressant. Et juste pour terminer sur les écrans, toi qui utilises en plus une FX3, il y a Sony qui propose sur sa gamme Xperia, et je crois que c'est la Xperia 1, d'utiliser les smartphones en tant que visionneur en fait sur son appareil photo. Donc ça, c'est quand même pas mal, quoi. Atomos a annoncé d'ailleurs très récemment aussi un nouveau module qui permet de transformer entre autres l'iPhone en moniteur de contrôle et en enregistreur convertisseur ProRes. C'est top. Oui, c'est bien, ça permet de gagner ce qui est assez pas mal de poids. On a des super écrans déjà dans la poche, quoi. Donc parce que avec déjà tout ce qu'on a cité, une fois que tout est dans le sac, en fait, parce qu'on effectivement on n'a pas abordé les batteries, mais les batteries elles sont lourdes. Les batteries de moniteur. Et puis il faut faut anticiper, le recharger, machin. De toute façon, une veille de tournage. Je sais que tu es une grande experte du comment on appelle ça, le cable management. Si vous voulez vous taper des barres de rire, vous vous abonnez sur le compte Insta de Julia, qui partage très régulièrement ses créations artistiques en termes de cable management sur le terrain, qui devrait faire rougir de plaisir tout responsable de la sécurité incendie. J'ai des amis chef-op qui me détestent, qui me disent c'est bon, je me désabonne de ton compte, tu fais n'importe quoi, t'as un câble qui passe devant le moniteur de retour. Enfin. Mais c'est qu'en fait, quand on fait du reportage, comme moi je fais beaucoup, on n'a parfois pas le temps d'utiliser le bon câble, bien vissé sur la bonne cage, bref. Donc on est un peu je suis un peu une punk de la vidéo. Ouais, puis tu vois, on a parlé des sacs photos la semaine dernière, on pourrait aussi parler du cable management dans le transport, parce que ranger ses câbles dans le bon ordre, les retrouver facilement, ça, etc. Sans compter qu'il faut amener des prolongs et des multiprises en masse Ouais. quand on utilise beaucoup de lumière, ce qui est mon cas. Donc, ouais. Et bien justement, transition est toute trouvée. On parle de lumière pour terminer et des solutions d'éclairage LED qui sont naturellement très souvent utilisées en vidéo. Alors, il y en a de tout type, des petites, des portables, des sur-batteries, des grosses, des machins, des trucs, des bidules. Quoi qu'il en soit, il y a une technologie qui commence un peu à se démocratiser et à arriver sur ces LED. C'est une technologie de dispositifs d'éclairage qui sont capables de simuler toutes les couleurs du spectre, qui utilisent donc 3 types de LED, RGB. Et alors, la nouveauté, c'est que maintenant, il y en a en plus 2 autres blanches. Donc, c'est des RGBWW. On écoute de nouveau Achille Martinon nous parler de cette technologie. Quand on parle de minettes, et c'est là où, enfin de minettes et de cubes, où là on va avoir effectivement ces LED RGBWW. Déjà, ça veut dire quoi RGBWW? Ça veut dire rouge, enfin red, green, blue, donc rouge, vert, bleu, donc ce qui va me donner ma couleur, mais aussi white, WW.
Donc 2 LED blanches en plus de mes LED colorées pour amener plus de puissance, mais aussi du coup amener une plus grande qualité en blanc. Parce qu'on avait un problème, c'était qu'en fait une LED RGB, donc elle a 3 LED, one, green, blue, mais en fait si on n'a pas une LED blanche en plus, on va avoir peu de puissance, et surtout quand on va vouloir être en blanc et pas en couleur, en fait on va se retrouver avec une couleur qui n'est pas vraiment fidèle. Donc là, le fait d'avoir non pas une, mais en plus 2 LED blanches, ça nous permet d'avoir un blanc chaud, un blanc froid, plus mes 3 couleurs. Donc là, je peux avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, avoir une grande intensité grâce à mes LED blanches, mais en plus, avoir une lumière blanche qui reste très qualitative, que ce soit en blanc chaud, en blanc froid, ou même dans des intermédiaires, parce que souvent, on peut venir bouger comme ça le spectre de colorimétrie. C'est pas un peu gadget, Julia, les éclairages LED qui sont capables de simuler toutes les couleurs du spectre en RGB? Ça dépend, c'est pareil, c'est toujours la même question, ça dépend ce que tu fais. Ouais. Si tu fais du clip, c'est super utile. Parfois même, quand on monte des petits plateaux live, par exemple, pour des marques qui veulent avoir un décor un peu sympa, on va aller mettre, il y a des tubes où il y a ce qu'on appelle des astéras, qu'on peut aller positionner, par exemple, derrière du mobilier pour aller faire péter du rouge, du orange, du vert sur différentes zones d'un décor. Donc en fait, ça apporte un petit plus quand on fait un peu de scéno et qu'on va vouloir apporter un plus artistique à nos vidéos. Après, pour du job super alimentaire, de l'interview, voilà, c'est pas des éclairages qu'on va beaucoup utiliser. Moi, je l'utilise principalement quand je veux proposer une solution créative pour quelque chose d'un peu artistique, donc clip ou quoi, ou effectivement faire un peu de déco pour monter un plateau live. Donc si, ça peut être un investissement intéressant en fonction de ce qu'on fait. Après, c'est pas forcément l'investissement qu'on va faire en premier. Et pareil, c'est toujours pareil, ça se loue en fonction des projets. Si c'est très exceptionnel, vaut mieux louer. En vidéo, ça va tellement vite. Mais qu'est-ce que tu conseillerais comme investissement premier en termes d'éclairage à avoir dans ton sac impérativement? Tu vois, on a parlé des filtres ND qui paraît vraiment indispensable. L'éclairage, il l'est aussi quand même. Alors, en très compact et très abordable, il y a les panneaux LED. C'est pas une lumière qui est très jolie. Il faut la travailler, il faut la diffuser un petit peu. Par contre, c'est super compact. Aujourd'hui, il y a des panneaux LED, par exemple, en super bas de gamme, mais que j'utilise moi aujourd'hui, c'est les Newer. 2 petits panneaux LED qui rentrent dans une petite valise avec des petits pieds lumière de la même marque, super compact, super léger. Et là, on peut éclairer une interview. L'idéal, c'est d'en prendre au moins 2. Et là, on est bon pour filmer. Qui est une autre marque un peu comme Small Rig qui propose tout un tas de petits accessoires. Même si je trouve ça encore plus bas de gamme à que des prix, Small Rig. Même si moi, je me sers pas mal de matos Newer, ça fonctionne bien. Tu en as d'ailleurs autour des oreilles. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. Il ne faut pas que je demande de Newer. Mais non, mais mes panneaux LED d'aujourd'hui sont du Newer. Mais t'inquiète, je capte. Donc ça tient la route. Ouais. Ça tient carrément la route. Et voilà, en tout cas, pour faire de l'interview, je partirai là-dessus, sur du panneau LED. Après, quand on veut faire un peu plus artistique, on va partir sur une image, sur une lumière qui va nous permettre d'avoir une image un peu plus cinéma. Donc, dans ces cas-là, je conseillerais ce qu'on appelle des COB de différentes puissances, c'est-à-dire des éclairages LED qui vont permettre, si possible, d'aller sur des tons chauds ou des tons froids. Parce qu'en fait, quand on va filmer quelqu'un en intérieur, donc avec une lumière plutôt artificielle, plutôt chaude, ce qu'on va essayer d'acheter, ça va être un projecteur qui va nous permettre de passer d'une température très froide à une température beaucoup plus chaude, et là on sera bon pour aller filmer tout type de projet. Et donc il y en a à tous les prix et ça dépend aussi des puissances, mais si on veut juste éclairer un portrait, une puissance comme du 60, ça suffira, et sinon il faudra aller sur beaucoup plus puissant, et donc ça coûtera un peu plus cher, mais encore une fois, ça dépend des productions. En tout cas, les panneaux LED, c'est un super bon début. Et ces petits panneaux LED, justement, qui sont sur batterie, qu'on peut fixer sur la griffe porte-accessoires. Là, c'est ce qu'on appelle des minettes. Voilà, alors. qu'on voit généralement sur les flash infos spéciales. C'est juste pour la frime ou ça sert vraiment à quelque chose? C'est génial. Non, ça c'est vachement bien parce que ça permet effectivement d'être super compact. Donc si on veut filmer à main levée, on l'a directement sur la poignée par exemple de la cage. Et là, on peut filmer une interview complètement à l'arrache dans un escalier avant d'aller, je sais pas, au festival de je sais pas quoi. Ça porte à 30 cm, un truc comme ça, quoi, grand max. Un petit peu. Il y en a quand même des très puissantes qui sont sorties, donc qui sont des super bons outils. Par exemple, Aputour ils ont sorti des petites, donc nous on appelle ça des minettes. Donc des petites minettes LED, ça fait la taille presque d'une carte de visite et c'est d'une puissance. Les MC Pro.
les MC Pro, voilà, c'est bon. Moi, j'ai pas d'iPad sous les yeux. Hein. C'est vrai que t'es sans fiche. Il faut le dire quand même à nos auditeurs. C'est assez impressionnant. Tout de tête. Donc, à Poutour, ils ont, voilà, ou à l'époque, ils sortaient des Amaran. Moi, je l'ai encore tout le temps dans ma petite valise. Donc, effectivement, ça fait la taille d'un téléphone portable, même pas d'une carte de visite. C'est super puissant. Et on peut mettre des petits filtres devant qui permettent de passer d'une lumière froide à une lumière chaude. Et ça, c'est un super outil pour quand on veut vraiment tout filmer à main levée, qu'on est super pressé, qu'on nous demande d'interviewer avant de rentrer en boîte, et là c'est bon. Mais effectivement, ça tient difficilement la journée. Faut le dire quand même, parce qu'une lumière aussi puissante, sans avoir trop de poids, ça tient difficilement la journée. Après, on a d'autres systèmes avec des batteries, mais c'est pareil, ça alourdit pas mal. En tout cas, en termes de light, il y a beaucoup de choses qui existent à tous les budgets, de toutes les marques, et même Sirui en fait aussi pas mal. Enfin. Mais qu'est-ce qu'ils ne font pas, Sirui? Des caméras. Des boîtiers, ouais. Ils font pas encore. On n'est pas à l'abri. Ils font des optiques anamorphiques. Ouais, ils font des super optiques. Ils ont sorti toute une gamme aussi d'optiques avec un autofocus qui sont vachement bien. Les snipers, c'est ça? Ouais, c'est ça, les snipers. Qui sont belles, en plus, toutes blanches. Ouais, c'est assez atypique. Très discret. Mais eux, ils se sont fait connaître sur le marché avec les optiques anamorphiques. Mais ça, c'est encore un autre sujet assez complexe. C'est une autre émission. Tu reviendras. Avec plaisir. Enfin, quoi que prenez un gros geek pour ça, parce que là... Non, mais tu reviendras avec des fiches. Exactement. Bon, on a parlé des pieds, on a parlé des gimbals, on a parlé des filtres, on a parlé des micros, on a parlé des éclairages LED, on a parlé des moniteurs externes. Est-ce qu'on a oublié une famille d'accessoires incontournables? Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose en préparant cette émission? Je crois pas, je réfléchis à ce que j'ai toujours dans mon sac. Ah si, un Laserman, investissement indispensable. Oui. Je connais pas. Un vidéaste sans Laserman. Un Laserman et un rouleau de gaffer. Voilà, c'est ça. Non, le Laserman, c'est devenu vraiment l'outil indispensable en vidéo. Mais lequel? Je suis très squeletto. Moi, j'aime bien ceux qui permettent d'avoir une pince quand on les ressort. Donc, on a une pince en plus qui permet de, quand on a une vis qui est coincée sur un système, c'est leur spécialité, les pinces. Voilà, ou qu'on doit rendre une semelle et qu'elle s'en va plus de la caméra, voilà, c'est indispensable. Sinon, non. Déjà, une fois que vous avez acheté le boîtier avec une ou deux belles optiques, si possible, au moins une petite focale fixe qui traîne, un peu de light parce que la lumière en vidéo, c'est quand même hyper important, comme en photo d'ailleurs. Hein. On n'a pas toujours la capacité de tourner en lumière du jour. On commence à être déjà bien. Moi, je dirais que le stabilisateur et le moniteur, ça peut arriver un peu après. Okay. Parce que déjà, si on commence à savoir filmer à main levée avec une caméra bien stabilisée, on est bien. Le stabilisateur, ça fait peut-être partie des dépenses qui arrivent un tout petit peu après. Ça dépend encore ce qu'on fait. Mais oui, là, on a bien balayé ce qu'il fallait dans la valise. Eh ben, c'est parfait. On va donc conclure là-dessus. Merci beaucoup, Julia. Avec grand plaisir.